Ligne droite. Le grand réveil. Le grand réveil ce matin avec notre invitée, l'eurodéputée Virginie Joron. Bonjour madame. Bonjour. Virginie Joron, à l'annonce de la démission de Thierry Breton de son mandat de commissaire européen, la directrice générale de X s'est exprimée en évoquant une belle journée pour la liberté d'expression. Vous avez combattu ces atteintes à la liberté d'expression portées par Thierry Breton. Sa démission est une bonne nouvelle pour vous ? Oui, tout à fait, mais aussi une grande surprise, puisque nous l'attendions la semaine dernière en audition, puisque vous savez, on a eu un été quand même mouvementé. Oui. On a vu qu'il y a eu des attaques, effectivement, contre Elon Musk, encore une fois, avec une missive qui a été apparemment faite individuellement, puisque même la commission, à l'époque, ne soutenait pas cette missive imposée par Thierry Breton et Elon Musk. Et puis après, l'affaire de Telegram, les comptes Instagram qui ont sauté. Donc, on a eu un été mouvementé. Et puis, c'est vrai, la semaine dernière, nous devions avoir en audition Thierry Breton. Il était prévu à l'agenda. On nous avait bien dit qu'il était là à être confirmé. Et c'est vrai qu'à la dernière minute, il a été remplacé par le directeur général de la commission, Roberto Viola, qui nous a donc proposé, évoqué la situation par rapport à la mise en œuvre du DSA. Donc, c'était vraiment une surprise, notamment aussi de sa sortie, puisqu'il a utilisé ce même réseau, cette même plateforme numérique pour annoncer sa démission lundi matin. Donc une surprise, mais effectivement heureuse de savoir que, en tout cas, pour Monsieur Breton, ça sera plus son cheval de bataille direct. Mais quand même, nous sommes attentifs sur les suites à donner de ce règlement, puisqu'il est toujours en œuvre. Et puis surtout, nous l'avions en débat cette semaine. Donc hier, il était remis sur la table de la plénière et je suis intervenue à ce sujet puisque malgré le changement ou en tout cas un poste vacant de commissaire aujourd'hui, il y a une volonté de continuer à la mise en œuvre du DSA avec effectivement une volonté de renforcer, c'est le terme qu'ils utilisent, le DSA. Parce qu'ils utilisent effectivement tous ces épisodes, notamment celui de Telegram, puisqu'en fait Telegram ne rentre pas directement sous la réglementation du DSA, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs obligations, il y a plusieurs étapes et de niveaux d'obligation que les GAFAM doivent appliquer. Et pour le coup, Telegram est encore en dessous du seuil d'obligations plus renforcées qui sont imposées par la Commission. Et donc, il nous a été demandé cette semaine de débattre sur ce sujet, notamment pour renforcer le DSA. Alors sur cette liberté d'expression, on peut aussi s'interroger sur les limites de la liberté d'expression, notamment sur X, avec des publications parfois violentes, choquantes, des vidéos sur lesquelles personne n'aimerait franchement tomber, de fausses informations aussi. Ça se réglemente tout ça quand même ? De toute façon, ça a toujours existé, même sans le DSA. Il y a quand même effectivement, dans chaque plateforme, il y avait des procédures de limitation et de toute façon, il y avait déjà au niveau national l'interdiction de propager des contenus haineux, on a vu quand il y avait Daesh qui utilisait cette plateforme pour propager leurs vidéos, et effectivement les plateformes, et c'est normal, et devaient les supprimer. Donc là, en fait, cette étape avec le DSA, c'est utiliser des mesures nationales qui existaient et que nous soutenons effectivement pour la propagation de fausses nouvelles, la propagation d'actes haineux qui attisent la haine, qui poussent à l'acte de terrorisme, des vidéos pédopornographiques. Bien sûr, nous luttons contre ce type de diffusion d'informations et nous soutenons effectivement pour le coup le DSA qui voulait faire en sorte que ce type de mesures nationales soit appliqué au niveau européen. Donc pour le coup, il n'y avait pas de difficulté à soutenir cette mesure. Ce qui est problématique avec le DSA, c'est qu'ils ont intégré cette mesure de lutte contre la désinformation et de fake news. On sait aujourd'hui qu'une fake news qui était combattue il y a quelques années sous la crise Covid, aujourd'hui n'est plus une fake news. Donc, cette difficulté, effectivement, à définir ce que c'est une fake news, à définir ce que c'est une désinformation, et on le voit bien au fur et à mesure. Pour le coup, l'exemple type de Thierry Breton qui attaque Elon Musk parce qu'il veut interviewer Donald Trump, ancien président des États-Unis, on voit bien que c'est pas parce qu'il va y avoir une propagation de fake news, mais parce qu'il va y avoir une diffusion d'une information d'un ancien président et que politiquement, ça le dérange. Donc c'est ça la dérive qui est aujourd'hui est en train de se voir. Elle est aussi partagée par d'autres députés et on le voit bien, l'opinion publique n'est pas dupe. Et c'est ça la dérive que nous soulignons et que nous ne voulons pas et qu'on est là aussi pour le rappeler. Le DSA, ce n'est pas à l'origine la volonté de cette réglementation. La volonté de cette réglementation, c'était encadrer mieux les GAFAM
parce qu'il y avait des procédures de suppression de contenu qui n'étaient pas homogènes. C'était l'exemple, rappelez-vous, de Donald Trump qui avait tweeté le jour du Capitole, et c'était Jacques Dorsey, à l'époque PDG de Twitter, qui avait supprimé le compte de Donald Trump. Et c'est vrai que on s'était tous dit, mais comment se fait-il qu'une plateforme privée puisse supprimer de son fait un compte public d'un président des États-Unis? Donc oui, il fallait encadrer, mais là on voit bien que l'Union européenne utilise un encadrement à des fins plutôt maintenant de censure politique. Vous dites que l'opinion publique n'est pas dupe sur ces sujets. Le Parlement européen, c'est un peu un monde à part. Est-ce qu'au Parlement européen, on combat fermement tout ça? Vous vous sentez comment, seul, plutôt soutenu dans vos combats? Alors évidemment, nous, notre groupe Patriotes pour l'Europe, on est la troisième délégation la plus importante, et bien sûr que nous sommes sur la longueur d'onde avec tous les autres députés. Pour rappel, effectivement, ce DSA, quand vous regardez les votes initiaux, la majorité des partis, que ça soit même des socialistes et la gauche, The Left, on figure Manon Aubry, ont soutenu le DSA. Nous étions abstenus parce qu'effectivement, il y avait du bon, comme je l'ai rappelé, avec les mesures pour lutter contre la haine en ligne et la vidéo pédopornographique. Mais c'est vrai qu'il y avait encore des interrogations autour de ce qu'était la lutte contre la désinformation. Et je rappelle à l'époque, comme Twitter n'était pas racheté par Elon Musk, c'était pas encore un cheval de bataille pour la Commission. Mais c'est vrai que sur ce sujet, à l'origine, tous les partis politiques, excepté nous, on s'était abstenus, avaient voté en faveur de ce DSA. Virginie Joron, on a reçu votre collègue Philippe Olivier il y a 2 jours, qui nous a présenté les grands chantiers de son mandat. Quels seront les vôtres? On sait que la liberté d'expression est l'un des sujets majeurs de vos combats en tant qu'eurodéputé. Est-ce qu'il y a peut-être un ou 2 autres chantiers majeurs que vous allez devoir traiter pendant ces 5 années? Oui, vous savez, je suis attachée aussi à la transparence. Ça a été aussi un des combats lors de mon précédent mandat, puisque transparence dit confiance. Et puis c'est un engagement des contribuables européens et surtout français. On voit bien qu'aujourd'hui, la vie coûte cher de plus en plus. Il y a un endettement qui est en France, maintenant européen. Et oui, je vais donc siéger dans une commission qui s'appelle contrôle budgétaire, pour voir où va l'argent des Français et surtout pour éviter l'épisode que nous avons vu durant le précédent mandat. Sous prétexte de crise pandémique, on a engagé les Européens à 71 milliards d'euros de contrats d'achat vaccins qu'aujourd'hui plus personne ne souhaite, mais qui nous engage jusqu'en 2027. Et donc on sera, en tout cas moi je serai très attentive à savoir où va l'argent des Français, pourquoi, comment il est utilisé, pour éviter effectivement aussi le gaspillage ou en tout cas le copinage. On l'a vu, il y a une émission récemment sur McKinsey, mais je l'avais aussi dénoncé durant mon mandat, tous ces cabinets privés qui gravitent aussi autour de la Commission, ce lobbying aussi qui est là pour faire passer des certaines mesures qui, pour le coup, on l'a vu, allaient contre l'intérêt des Français. Donc oui, voilà, ça sera encore ma bataille durant ce prochain mandat, et puis aussi l'ouverture du Parlement à des médias comme le vôtre, pour aller aussi visiter ce Parlement, parce que c'est très intéressant. Et puis, c'est en diffusant l'information, en expliquant ce que fait le Parlement, que on intéresse les Français à l'Europe, parce qu'on voit bien que c'est l'Europe qui décide de tout. Eh ben, on viendra, Virginie Joron. Un mot au sujet de l'actualité politique en France également. Michel Barnier poursuit ses échanges avec plusieurs responsables politiques. La composition de ce nouveau gouvernement devrait être révélée dans les prochaines 24 ou 48 heures si tout va bien, parce qu'il évoque déjà son propre départ. Michel Barnier, il en a un petit peu ras-le-bol des pressions de l'entourage d'Emmanuel Macron essentiellement. Si Michel Barnier s'en va, qui reste-t-il? Qui commande ce gouvernement en fait? Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? On voit bien que c'est toujours Emmanuel Macron. Juste, moi, je rebondis sur ce que vous dites. Effectivement, M. Barnier, là, il réalise qu'il est dans un piège, mais c'est pareil au niveau européen. La nomination de Stéphane Séjourné, c'est également un pied de nez sur les résultats électoraux que nous avons vus. Nous avons gagné, nous, les élections européennes. Monsieur Stéphane Séjourné était le chef de la délégation de l'ancienne mandature d'Emmanuel Macron ici au Parlement. Et on le remet en selle alors que son bilan est négatif. Les résultats électoraux ne les ont pas portés à la victoire. Et donc, ça veut dire aussi, est-ce que M. Barnier soutient cette candidature, puisque c'est aussi un camouflet pour lui, puisqu'il n'a pas peut-être eu le choix de proposer. Ça aussi, c'est une question que peut-être M. Barnier le sait aujourd'hui, et peut-être en voyant cette
posture d'Emmanuel Macron qui, pareil, ne le consulte pas pour proposer un nouveau commissaire, puisque c'est quand même un poste clé. Il représente la France et les intérêts des Français auprès de la Commission de Bruxelles. Donc, effectivement, j'entends ces tensions. Après, oui, celui qui pilote, on le voit bien, il cherchera sans doute une marionnette qui défendra ses intérêts et qui, encore pour le coup, méprise les résultats des élections, que ce soit aux européennes comme aux législatives. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs effectivement que Stéphane Séjourné a été nommé vice-président exécutif pour la prospérité et la stratégie industrielle. Il aura la main sur la recherche, l'innovation, le commerce, les affaires économiques et monétaires, les services financiers et l'union des marchés de capitaux. C'est pas rien, c'est beaucoup même. C'est beaucoup trop pour Stéphane Séjourné? Alors, apparemment, le titre est très pompeux, et puis en regardant plus près, apparemment, il perd beaucoup de compétences. Mais donc là aussi, les négociations qu'il y a eu entre Madame van der Leyen et Macron, a priori, la France serait perdante. Donc c'est aussi un sujet là qui est sur la table, puisque comme vous le savez, il y aura des auditions. Il n'est pas encore investi totalement, donc il y aura des auditions qui vont se dérouler courant octobre. Et on verra si à l'issue de ces auditions, il sera vraiment réellement investi. Donc tout est possible. On peut encore peut-être, et j'espère, modifier cette candidature. Ouais. Virginie Joron, il nous reste 1 minute 30. Un mot enfin pour conclure sur cette crise institutionnelle, puisque le bureau de l'Assemblée a jugé mardi que la proposition de destitution du président de la République réclamée par les Insoumis était recevable. Elle sera donc bien débattue en commission des lois, même s'il est peu probable qu'elle soit adoptée. Même question que pour Brice Hortefeux que nous avons reçu hier. Cette demande de destitution, bien qu'elle n'aboutisse pas, vous la trouvez justifiée ? Moi, je ne crois pas aux mesures, ces communications de la France insoumise. Ils ont participé à la mise en place du président Emmanuel Macron, qui, on le sait, à chaque élection appelle à voter contre nous et pour, en fait, finalement, Emmanuel Macron. Donc, je pense qu'ils utilisent encore des artifices pour faire croire qu'ils défendent les intérêts des Français. Je pense que c'est encore une fois, manipuler une certaine partie de l'opinion publique, et qui, je rappelle aussi, n'est pas dupe, puisque beaucoup de voix se sont reportées pour notre mouvement. On va suivre effectivement les débats. À ce jour, je ne sais pas quelle sera notre position à l'Assemblée nationale, mais voilà, j'appelle les citoyens à être vigilants, parce que c'est un peu comme moi je l'ai vu au Parlement européen. Manon Aubry qui dit qu'il défend les libertés, et puis le jour du vote, elle se trompe de bouton. Donc il faut arrêter d'être dupe avec la France insoumise. Ouais. Beaucoup de discours et peu d'actions, et surtout de la communication. Merci beaucoup Virginie Joron. Merci. Je rappelle que vous êtes députée européenne du Rassemblement national, membre du groupe Patriotes pour l'Europe. À très bientôt sur notre antenne.